C'est que j'ai toujours le sentiment de monter en haut d'une tour lorsque je me connecte à la personne. Je dois bien dire quelque chose, c'est que, en fait, d'un bout à l'autre, je me suis reconnue. De voir par-dessus la multitude des possibilités que rencontre cette personne. Je pense, parce que je le vois, qu'on a un nombre de vies incommensurable. Quand on me dit je suis à ma 7e vie, 8e vie, moi ça me fait doucement sourire parce que je pense qu'on en a beaucoup plus que ça. Et ce qui est toujours surprenant, c'est qu'une heure après, je me souviens plus de rien. Et en fait, je lui ai simplement posé la question, je me suis dit, mais qui s'est noyé? Et là, en fait, elle a compris. Bonjour et bienvenue sur Passe Liberté. Aujourd'hui, j'ai la joie de rencontrer Hélène Barbette, spécialiste en lecture d'âme et médium des vivants. Elle va nous raconter de quoi il s'agit, à qui ça s'adresse et bien d'autres choses encore. Bonjour Hélène. Bonjour Nathalie. Alors dis-moi, première question, et je pense que la plupart des gens se posent la même question. Qu'est-ce que la lecture d'âme? Alors, la lecture d'âme est une lecture énergétique de l'instant présent. Je dis toujours la chose suivante, c'est que moi la sensation que j'ai, il y a deux choses qui s'additionnent. La première, c'est que j'ai toujours le sentiment de monter en haut d'une tour lorsque je me connecte à la personne. Et en fait, de voir par-dessus la multitude des possibilités que rencontre cette personne. Dans ces possibilités, il y a plusieurs voies à prendre, ce qui correspond au chemin de vie. Et quand je dis chemin de vie, c'est que pour moi, il y a plusieurs chemins. Il va se trouver au niveau professionnel, transgénérationnel, relationnel, sentimental, etc. Dans ces différents chemins, on peut y voir des blocages, une nouvelle fois, transgénérationnels, émotionnels ou liés aux vies antérieures. Et ou même. Et quand tu fais cette lecture, tu n'as absolument aucune information sur la personne qui vient te consulter? Alors, je demande toujours à la personne de ne rien me dire. Je prends le nom, le prénom, on fixe une heure de rendez-vous et ensuite, moi, je lui raconte. Je lui raconte les informations qu'on me donne dans un premier temps. Et ensuite, une fois que je lui ai tout raconté, derrière cette lecture d'âme, il faut savoir que c'est un travail thérapeutique en lui-même. C'est-à-dire que la première idée est d'identifier et peut-être de commencer à libérer les blocages, qu'ils soient émotionnels, transgénérationnels ou antérieurs. D'ailleurs, quelle est la raison qui fait, même si on va revenir aussi sur la lecture d'âme, comment ça se passe chez toi, comment tu reçois ces messages, mais pour les personnes qui viennent te voir, quel est le motif de consultation? Ils peuvent être multiples. Ça va être professionnel, ça va être sentimental. Alors, pour donner des exemples concrets, peut-être des personnes qui vont chercher leur voie. Alors, je vais quand même être honnête, la majorité de mes clients sont généralement conscients. Voilà, des mondes subtils, du monde énergétique, etc. Et quand il s'agit du pro, ce que j'ai remarqué avec les années, c'est qu'ils cherchent souvent à comment associer dans le monde où on est leur conscience et leur professionnel. C'est clair? Non, pas leur état de... En fait, quand je dis la conscience, c'est leur état de conscience. Ouais. Le fait de comment ils composent avec ce qu'ils savent, ce qu'ils perçoivent et le monde pro. C'est-à-dire qu'en fait, ils perçoivent des choses, mais ils n'arrivent pas à le combiner avec leur professionnel. Voilà, ça peut être de ce type-là. Oui. Alors, je peux personnellement témoigner, puisque le fait est, pour raconter la petite histoire, c'est que moi, j'ai pris une consultation avec Hélène, et c'est aussi la raison qui explique ma présence ici avec toi sur ces interviews qu'on va publier au fur et à mesure sur la chaîne Passe Liberté. Et moi, le témoignage que je peux t'apporter, c'est que, en étant totalement sincère, je dois dire que j'ai consulté d'autres personnes avant toi, et tu as été la première personne, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent d'âme, et tu as été la première personne, déjà pendant une consultation d'1 heure, il n'y a pas eu de fausse note. Je dois bien dire quelque chose, c'est que, en fait, d'un bout à l'autre, je me suis reconnue sur ça, et je ne sais pas si tu le vois comme ça, mais en fait, les gens ont des potentiels qui n'ont pas la clarté sur leur potentiel. Oui, d'accord.
Et toi, tu vas, parce que parfois aussi il y a peut-être des incompréhensions sur le mot médium, tu vas clarifier en fait tout le parcours de la personne, on va dire le moment présent de la personne et ses potentiels au présent. On est d'accord. Je l'aurais pas aussi bien dit, c'est exactement ça. C'est comme ça que je le perçois. J'ai envie de dire, si vous voulez clarifier votre situation, c'est en fait, Hélène se présente comme un laser. Et tu l'exprimes bien sur le 22e étage d'une tour aussi. C'est une vue d'ensemble. Et d'ailleurs, comment ça te vient, toi, dès l'instant que tu es en consultation avec une personne, quelles sont tes perceptions à ce moment-là? Eh bien, techniquement, c'est comme si j'avais un souvenir qui m'appartient pas. Donc, quand je me connecte à la personne, déjà, j'ai une lecture émotionnelle rapide de l'état d'être à l'instant présent de la personne. Donc, je vais tout de suite savoir si elle est stressée, angoissée, contente d'avoir le rendez-vous, voilà. Et puis ensuite, quand je commence à lire, en fait, j'ai vraiment ce sentiment, c'est-à-dire un peu flou, comme quand n'importe qui a un souvenir, en fait. Ouais. Tu sais, quand on a un souvenir, on perçoit des couleurs, on se souvient peut-être des rires ou des mots des gens, on se souvient s'il faisait beau, s'il pleuvait, enfin voilà. Et en fait, que ça soit aussi bien pour définir les potentiels, mettre en lumière ces potentiels, ou bien identifier les blocages. C'est-à-dire que les blocages, si on part dans l'émotionnel ou le transgénérationnel, en fait, je suis spectatrice. D'une scène, exactement, spectatrice d'une scène, donc que ça soit en transgénérationnel ou lié à des vies antérieures. Mais alors, moi, quand tu me dis ça, je me dis c'est assez remarquable parce que on te sent pas devoir te mettre en état méditatif pour le faire, même si je pense qu'il y a un état forcément modifié de conscience au moment où tu rentres en canalisation. On peut aussi parler de canalisation ou pas? Si je devais, alors pour moi c'est de la canalisation. Et en fait, c'est comme si tout d'un coup, je me centrais sur la personne et je suis tellement centrée qu'il n'y a plus que ça. Je ne sais pas si c'est très clair. Il n'y a plus que ça. Je suis focus, en fait, dedans. Ouais. Et ce qui est toujours surprenant, c'est qu'une heure après, je ne me souviens plus de rien. Mais je pense que je suis tellement alignée, tellement à l'instant présent, tellement ici et maintenant, et juste là pour la personne, qu'il n'y a plus rien qui existe. Je peux avoir, je ne sais pas, des difficultés dans ma vie personnelle. Moi, une fois que je travaille, il n'y a plus rien du tout autour, en fait. C'est la sensation que j'ai eue encore une fois, parce que c'est parfois difficile d'apporter des témoignages, parce que les gens ont aussi leur histoire personnelle qu'ils ne souhaitent pas partager, mais du coup, je peux jouer ce rôle-là. C'est qu'en fait, on ne te sent pas réfléchir tant que ça. C'est d'une limpidité et il n'y a pas vraiment de pause tellement, enfin, bien sûr tu peux rechercher des choses, mais j'ai trouvé que c'était limpide. Alors j'ai envie de dire, les mots que je recherche, c'est les justes mots, parce que je peux percevoir des choses, mais je les perçois à travers mes filtres et mon expérience, et j'ai toujours ce jugement de moi-même que je parle pas assez bien, que les mots que j'utilise sont jamais assez précis, que j'ai un petit peu un côté, comment dire, je suis originaire du Nord, alors j'ai un petit côté, comment dire, dont le français pas assez, je maîtrise pas assez bien le français. Et du coup, la seule recherche que je fais, c'est moi, c'est que je suis toujours à la recherche d'essayer de trouver les mots les plus justes. Parce que quand je vous dis ce sentiment un peu flou de ce que je perçois, j'associe les images, les mots, parce que j'ai pas de phrases, j'ai des mots qui passent comme si je devais saisir quelque chose au passage. Et des fois, je suis en train de poser une question à la personne, puis j'ai quelque chose qui passe. Alors je me dis mince, voilà, j'ai toujours. C'est rapide. Très rapide. Ouais. C'est un peu comme si tu avais des mots qui passaient, qu'il faut les attraper au vol. Exactement, c'est ça. Et puis en plus, moi, ça vous parle à vous, mais moi, je comprends pas forcément ce que je suis en train de vous dire. Je peux pas forcément toujours, comment dire, faire le lien avec ce que vous vivez à l'instant présent, puisque je ne vous connais pas et que vous ne me racontez rien. Non, mais c'est ça le plus fort. Parce que moi, en faisant la consultation avec toi, je me suis demandé
si je t'avais pas livré des choses au téléphone, mais je me rappelle que tu m'as dit justement, je veux pas en savoir plus. Et en fait, quelque part, les gens, il y a une approche où tu vas, avant la consultation, tu vas quand même, j'ai vu leur demander pourquoi, qu'est-ce qu'ils attendent. Donc ça, c'est en accompagnement thérapeutique, pas en lecture d'âme. En lecture d'âme, je demande rien. En accompagnement thérapeutique, on va dire, allez, dans 70% des cas, vu que la lecture d'âme, on va identifier les blocages. Il faut savoir que oui, je fais de la lecture d'âme, mais je suis thérapeute avant tout. Et la lecture d'âme, l'objectif d'une lecture d'âme est quand même d'aller identifier pour ceux qui en ont besoin les traumas, les blocages transgénérationnels, les blocages liés en vie antérieure et faire cette gymnastique de prise de conscience pour débloquer les choses. Donc, à la suite de la lecture d'âme, je peux proposer un accompagnement thérapeutique si et uniquement si je me sens capable d'aider la personne. Sinon, il faut savoir que j'ai aussi un carnet d'adresses auquel je vais orienter les personnes qui en ont besoin. Et dans ces cas-là, effectivement, dans le cadre d'un accompagnement thérapeutique, comme je vous disais tout à l'heure, la canalisation, je mémorise pas forcément ce que j'ai dit. Donc, à chaque début d'accompagnement thérapeutique, et puis déjà parce qu'on n'a pas qu'une seule problématique à gérer, je demande que la personne me formule clairement ses besoins et ses attentes dans le cadre de cet accompagnement à l'instant présent, dans le cadre de l'heure, puisque j'ai une technique qui est particulière pour l'accompagnement thérapeutique et j'ai besoin qu'on définisse le sujet d'origine, comme je pense beaucoup de thérapeutes. Ouais. Je reviens à la lecture d'âme quand même, le rôle pour expliquer aux personnes en fait pourquoi on ferait appel à une lecture d'âme, parce qu'on sait très bien que le mot âme est utilisé aussi un peu à tort et à travers. Et voilà, donc en fait, l'âme même, comment tu la vois par rapport à on est une personne incarnée et l'âme, c'est comme un surmoi, comment on l'expliquerait? Alors, moi, voilà, aujourd'hui, je vais vous partager mon point de vue. Mon point de vue, c'est que l'âme, elle va choisir un chemin. Voilà, un chemin dans lequel elle a toujours un libre arbitre pendant la vie d'incarnation qu'elle a. Pour au mieux expérimenter ce chemin, de mon point de vue, elle va choisir ses parents, la famille qui est le plus juste pour elle, puisque aujourd'hui on sait que c'est grâce aux parents que les blessures vont être réveillées, les blessures qu'on a choisi de venir travailler. Ce qui compte aussi, c'est la place qu'on va occuper dans une fratrie, parce que être le premier, le deuxième ou le troisième, ainsi de suite, on n'a pas le même rôle. Donc tout ça, ça va nous influer des énergies bien particulières qui vont venir ici nous orienter sur notre chemin de vie. Pour moi, en fait, notre corps est un véhicule. Je pense, parce que je le vois, qu'on a un nombre de vies incommensurable. Et je vous avouerai que quand on me dit je suis à ma 7e vie, 8e vie, moi, ça me fait doucement sourire parce que je pense qu'on en a beaucoup plus que ça. Je crois aussi aux 5 états de conscience. J'entends par là, je pense qu'on est passé par différents cycles qu'on connaît aussi, qui sont le minéral, le végétal, l'animal, jusqu'à l'être humain, et que dans l'être humain, il y a encore différents états de conscience, donc, etc. Donc, ça fait minéral, végétal, animal, humain, etc. D'accord. Je pense que on vit des vies pour expérimenter, évoluer. Je ne pense pas qu'on fasse des erreurs, mais des apprentissages, en fait. Ouais. On apprend, oui, on chute, mais il faut se relever, persévérer, continuer. Et quand je dis ça, c'est avec, bien sûr, beaucoup d'empathie, de bienveillance et de compassion pour les gens qui ont des vies très difficiles et très dures. Et il n'y a aucun jugement à travers ça. Voilà, on est là pour expérimenter, en fait. Oui, et faire parler l'âme, est-ce que c'est dans cette vie ou est-ce que ça peut être dans de multiples vies ou est-ce que ça s'apparente à une mission aussi? Parce que moi, par exemple, dans la consultation que j'ai eue avec toi, j'ai compris plus concrètement ce qu'il me ferait du bien pour, par exemple, ne pas m'éteindre. Parce qu'on a des besoins et que c'est vrai que c'est un exercice de définir ça. On le ressent et l'âme, c'est de ce point de vue-là
elle a des valeurs aussi, parce qu'on a des valeurs aussi. Est-ce qu'on vraiment, on les choisit pour toujours? Bon, ça c'est des questions peut-être où tu n'as pas forcément les réponses, mais... Non, je pense, comme je dis, c'est pas pour toujours puisqu'on évolue. Ouais. Et que on n'est pas parfait dans cette incarnation, personne. Sinon, je pense pas qu'on serait là. Ouais. Et que à travers notre expérience de vie, nos parts d'ombre, justement, on est là pour les faire évoluer, les expérimenter et prendre conscience que c'est peut-être pas juste pour nous. Quand tu parles d'âme, tout à l'heure, j'ai juste évoqué le chemin pro, mais on a aussi un chemin personnel, on a un chemin amoureux, on a un chemin familial, et en fait, à travers toutes ces strates, on peut rencontrer des blocages. Tout à l'heure, quand tu me demandais pourquoi les gens prennent consultation, alors généralement, il peut y avoir un domaine en particulier qui va bloquer, ou alors plusieurs. D'accord ? Ouais. Donc, comme je travaille aussi bien sur tout ce qui est transgénérationnel que vie antérieure, en fait, pendant 7 heures de lecture d'âme, on va vraiment prendre un petit peu tout identifier, puis ensuite, on va y revenir. Après, voilà. C'est complet. Une personne peut vraiment faire appel à toi pour différents domaines de Oui, parce qu'en 1 heure, sincèrement, c'est profond et je pense complet en tout cas. Et on peut le faire à distance aussi bien? Tout se fait à distance. Tout se fait à distance. Voilà, je suis passionnée par la physique quantique, la haute métaphysique et toutes ces... J'ai besoin, moi, de comprendre. Et aujourd'hui, on sait que le temps et l'espace n'existent pas. Ouais. Donc, il n'y a aucun problème. J'ai pas de limite. Et quand je dis à distance, je vais très loin. Oui, et tu as des personnes qui viennent du monde entier? Alors, monde entier, non. J'ai Hollande, Allemagne, Belgique. J'ai de la Réunion. Voire Canada. Voire Canada. Voilà, pour l'instant, on en est là et j'en suis déjà très fière. Et puis, j'espère pouvoir aller encore plus loin. Donc, pour moi, la limite, l'une de mes limites, c'est la culture. C'est que je sais que j'ai certaines limites, surtout sur les personnes, par exemple, je vais donner l'exemple de la Réunion, qui ont quand même une culture très particulière dont j'ai pas connaissance. Je le précise toujours avant les consultations, que j'ai mes limites, tout simplement. Donc les îles françaises, par exemple, Martinique, Guadeloupe... Alors, je vais être très claire, c'est surtout sur les traditions religieuses et magiques. Là, c'est vraiment pas mon domaine. Donc, ces personnes, s'ils veulent une approche familiale, sentimentale, professionnelle, il n'y a pas de problème. Mais l'accompagnement thérapeutique, moi, je vais toujours recommander d'être orienté vers des gens qui ont la même culture qu'eux, pour qu'ils soient le mieux accompagnés possible. Pour avoir une meilleure compréhension. Exactement. D'accord. Et j'aimerais aborder ton parcours, parce que là, on parle de lecture d'âme, de médiumnité des vivants, on va y revenir aussi. Mais Hélène, d'où tu viens? D'où viennent ces capacités? Je sais pas. D'où elles viennent? Je pense, j'ai appris à me connaître à travers mon hypersensibilité. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui parlent des guides, des choses comme ça. Moi, je le perçois pas comme ça. J'ai toujours été une grande hypersensible et j'ai appris à travailler sur moi. J'ai beaucoup travaillé et j'arrêterai jamais. J'ai toujours eu le sentiment, je dis toujours, je suis pas médium, on est tous médiums. Et quand je dis né, c'est N-A-I-T. Et j'ai le sentiment, moi, d'être un canal, en fait, que la médiumnité, c'est comme un conduit de cheminée. Il s'obstrue avec les expériences de vie, avec la culture familiale, avec la société dans laquelle on va vivre, notre culture, etc. Et en fait, à un moment, peut-être on va choisir de commencer à nettoyer ce conduit. Et tout d'un coup, en fait, les choses s'illuminent. Tu vois, et moi j'ai eu la chance de naître dans une famille où j'avais un papa qui avait déjà amené la culture énergétique dans la maison. Ton papa faisait sa profession? Alors mes parents avaient une auberge à la ferme et mon papa a toujours été un petit peu un marginal au niveau de sa ferme puisque déjà en 1980 il faisait de l'agriculteur raisonné, il soignait ses bêtes avec l'homéopathie, avec les huiles essentielles, etc. Agriculteur raisonné, c'est... c'est on respecte la nature. Oui.
Voilà, c'est pas bio. D'accord. Mais C'est réfléchir en fait. D'accord. D'accord. En photo, c'est le point de vue que j'en ai. Oui. Et puis ensuite, il a commencé. Alors, il a toujours, je pense, il a commencé avec une approche. Il a beaucoup étudié Alice Bailey. Il est une écrivaine britannique qui a canalisé des messages, c'est ça, qui a écrit de nombreux livres qu'on dit encodés, voilà, qui ramènent un point de vue qui est le sien et dont certains ont pris les enseignements en fait. Des enseignements sur un petit peu l'énergétique. Alors moi c'était son truc à lui. Moi j'en ai des brimes, mais il y a déjà cette ouverture. Oui, il y avait cette ouverture. Après la médiumnité, merci papa et puis mamie, etc. Oui, parce que mamie aussi. Mamie, coucou mamie d'ailleurs. Mamie, elle avait son ouverture. Elle a toujours. C'est une personne qui est consciente. Et qui a fait ses expériences personnelles. Alors, j'ai pas toutes les expériences qu'elle en a fait, mais elle est quand même restée en retrait, où mon père, lui, a fait un premier pas puisqu'il était magnétiseur. Lui travaillait en groupe avec d'autres personnes. C'est quoi l'intérêt de travailler en groupe ? Eh bien, alors moi, le seul souvenir que j'en ai et qui m'a vraiment profondément marqué, c'est que par exemple, il travaillait sur des personnes qui avaient le syndrome j'ai oublié de Gilles de la Tourette. Merci, on en a parlé précédemment. Et moi, ça m'a marqué. Parce qu'il se mettait à plusieurs sur ces personnes-là. Donc, de mon souvenir, c'était 3 magnétiseurs, par exemple. Et les personnes sortaient apaisées, en fait. Et arrêter, en fait, de... des insultes. Encore une fois, il faut savoir que ça soit moi ou n'importe quel autre thérapeute, c'est votre chemin personnel qui va faire que vous allez arrêter. Moi, je me souviens d'un cas où mon papa m'avait dit cette personne, elle peut revenir dans 6 mois. Parce que le travail avait beau être fait, on va dire, techniquement, mais si la personne n'incarne pas et ne vibre pas, quelles que soient les techniques que vous pouvez utiliser, c'est que juste un pansement, en fait. Il faut faire le travail intérieur, quand même. D'accord, ça veut dire qu'une personne qui va être amenée à faire ce type de séance via une autre personne qui la pousse à la faire, ne sera pas forcément dans l'intention, du coup, de changer. Alors, moi, j'ai pas réellement envie de rentrer dans ce débat-là, parce que j'ai beaucoup de respect pour les magnétiseurs, et heureusement qu'ils sont là, en fait. On a besoin d'eux. Après, moi, mon approche, on est vraiment sur le changement intérieur. Mais c'est la mienne, donc je peux pas parler de techniques que je connais pas. Exact, d'accord. Parce que donc ton père faisait ça, donc il était agriculteur avant tout, mais avait cette facette-là qui prenait quand même de la place, j'imagine. Et ta mère, si j'ai bien compris, elle était plutôt dans la religion catholique, ce qui est un peu... Oui, tout à fait, religion catholique, bien installée, puisqu'elle faisait le caté, elle faisait les fleurs, elle était à la chorale, Donc j'ai grandi dans vraiment entre les deux. En ayant été au caté, etc. Mais tout en recevant en parallèle la façon de nous élever notre père qui était lié du coup à la religion. Et ce qui est très drôle aujourd'hui, c'est que ça se poursuit puisque mon petit garçon, sans qu'on l'incite, a voulu absolument faire sa communion. Et pourtant, il est très conscient et perçoit le monde énergétique aussi. Tu penses qu'il y a quand même une transmission qui se fait ? Alors, moi, je ne crois pas à ces histoires de transmission. Je pense que les consciences évoluent de génération en génération, en fait. On est plus ou moins, si on évolue tous, amenés à développer ces capacités extrasensorielles ? Oui, je le souhaite en tout cas. Je le souhaite parce que moi, je reste convaincue que tout le monde est coupeur de feu, que tout le monde est magnétiseur, que tout le monde est médium, que tout le monde n'est pas venu là pour ça. Que tout le monde n'a pas un métier à en faire, mais qu'on est tous invités à évoluer.
Donc un parcours où finalement tu as tes deux parents qui vont dans des directions différentes. Et par rapport à la religion, comment tu te situes du coup? Bah, moi, ce que j'en ai retenu très tôt, c'est qu'on doit trouver l'équilibre entre nos deux parents. Et plus tard, j'ai appris qu'effectivement, par le fait qu'on choisisse nos parents, nous avons été dans une vie antérieure l'un de nos parents et nous ne devons pas devenir l'autre. Donc l'expérience de la vie, je l'ai toujours entendu par mon père, c'est trouver l'équilibre en toute chose. Et du coup, trouver son équilibre entre papa et maman énergétiquement. Donc effectivement, moi je me suis retrouvée à travers les enseignements esséniens, puisque les enseignements esséniens, on nous parle de Jésus, Marie-Madeleine. Les enseignements esséniens, honnêtement, tout le monde ne connaît pas. Tout le monde ne connaît pas. Moi, je dois dire, à part de nom, et je sais que ça a trait à Jésus-Christ, mais c'est la seule chose que je sais. Après, en fait, l'enseignement, c'est une autre approche de l'histoire de Jésus, tout simplement. Ok. D'accord ? Ouais. Où on y met beaucoup de conscience. D'accord. Où il y a une approche énergétique, où on parle des mondes subtils, où on parle du travail sur soi, où on parle de tout ça en fait. Hélène, une question. Qu'est-ce qui t'a amené? Bon, bien sûr, tu nous as expliqué que tu avais des parents, dont un des parents, ton père, déjà dans l'énergétique, mais qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à faire de la lecture d'âme? Quel est le parcours et quel est le déclic? Je pense que le parcours, il a commencé très tôt. Je pense que ça devait être inné quand j'étais petite. Et puis l'expérience de vie, j'ai grandi dans un monde qui me paraissait dur à vivre en fait en tant qu'hypersensible. Les années de collège ont été compliquées pour moi. Les années de lycée beaucoup mieux. Je suis partie dans un domaine complètement autre que celui-là. Et puis un jour, la vie a fait qu'on a eu beaucoup de mal à avoir des enfants. Et je pense que c'est à ce moment-là où je me suis replongée parce que dans la spiritualité, parce que c'est ce qui m'a aidée à traverser cette période qui a été difficile pour moi. Et puis à partir de là, quand mon petit garçon est né, j'étais la maman la plus heureuse du monde. Et puis en grandissant, en fait, j'ai tout le transgénérationnel qui est remonté, je portais de la colère, j'avais du mal à me stabiliser émotionnellement, etc. Et là, j'ai pris conscience qu'il fallait absolument que je travaille sur moi parce que je voulais pas être... Constamment en colère. J'ai envie de dire, je voulais être plus douce et plus à l'écoute que ma maman, qui est elle aussi une grande hypersensible, je pense. Et j'ai commencé à travailler sur moi. Et puis la vie a fait que j'ai voulu me centrer sur ma famille. J'avais du temps pour étudier. Et puis je me suis dit, quitte à faire ça, autant qu'un jour ça me serve. Donc j'ai commencé à d'abord, dans un premier temps, passer un diplôme de sophrologie. Puis ensuite, pendant ce diplôme de sophrologie, j'ai pu me faire certifier pour les fleurs de Bach. Les fleurs de Bach qui m'ont énormément aidée pendant toutes ces années. Ouais. Donc les fleurs de Bach, tu nous expliques un tout petit peu. Alors les fleurs de Bach, c'est 38 fleurs. Elles ont été créées dans les années 1900 par le docteur Bach. Chaque fleur, alors il y a un rituel particulier pour les mettre au point, mais chaque fleur va venir stabiliser une ou plusieurs émotions. On peut en assembler jusque 7. Et en fait, c'est quelque chose qui va être sur mesure pour vous. Alors, bien sûr, il faut faire la démarche d'aller voir un thérapeute, d'aller voir un praticien aux fleurs de Bach. Ouais. C'est pas les fleurs de Bach que vous trouverez. C'est-à-dire que soi-même, si on va regarder le site des fleurs de Bach, on va pas forcément. Si soi-même on veut faire la démarche, apprendre à connaître, etc. Moi, je trouve que c'est un très bel outil. Ouais. Et que bien sûr, chaque fleur de Bach est en libre service dans toutes les parapharmacies ou pharmacies de France. Donc, vous pouvez les trouver, mais c'est vrai qu'il faut quand même avoir les connaissances pour les assembler. Les assembler, parce que c'est important de les assembler si on veut faire du sur-mesure. On fait du sur-mesure. Ouais, c'est super. Moi, je le fais pour accompagner mes clients et je trouve que c'est un très bel... alors, c'est une béquille, bien sûr. J'ai envie
c'est un soutien, c'est une béquille. Derrière chaque fleur, il y a peut-être un petit travail à faire de prise de conscience pour aller toujours apaiser cette blessure qu'on porte qui est stimulée, enfin comment dire, sur laquelle la vie vient appuyer là à l'instant présent et qui nous rend pas bien. D'accord. Tout comme la lithothérapie. Oui, parce que c'est une autre approche. Mais on est toujours sur une béquille qui va nous soutenir dans les moments difficiles, mais qui ne remplacera jamais, de mon point de vue, un accompagnement thérapeutique, des prises de conscience et de la réparation intérieure. Ouais. Donc ensuite, je suis pour continuer en parallèle. Je me suis installée comme sophrologue et puis ensuite pour continuer le travail sur moi, je suis partie, en thérapie. En soins esséniens. Les soins esséniens, donc c'est un peu plus d'une trentaine de protocoles sur lesquels on va aller travailler sur les méridiens, les mêmes qu'on va retrouver en médecine chinoise, en shiatsu, etc. Pour travailler à la libération énergétique. Comme il n'y a pas de limite de temps et d'espace, c'est aussi bien en présentiel qu'en physique, qu'en distanciel. Et du coup, on suit ces protocoles qui vont travailler sur des domaines spécifiques. Donc la personne arrive avec une problématique et... Alors moi j'associe toujours l'introspection systématiquement et je fais pas systématiquement un soin derrière. Parce qu'en fait, comme je travaille toujours en introspection mais aussi en canalisation et en lecture d'âme, même en thérapie, parce que j'ai l'impression que c'est moi la lecture d'âme. En fait, je vais voir si la personne elle a besoin derrière d'un petit coup de pouce supplémentaire pour aller libérer ce qu'elle est venue libérer. Si je sens que je vois en fait dans l'aura qu'il y a des clés qui ont été faits, que c'est plus qu'une question de quelques jours, je laisse la personne faire son travail elle-même. Donc encore une fois aussi, c'est le fait de conscientiser tout ça pour la personne, de lui faire comme émerger. Ça fait émerger en tout cas toutes ces choses qui sont des non-dits en fait aussi. Des non-dits, des secrets de famille, mais juste, moi le sentiment de la prise de conscience pour moi c'est juste un changement de point de vue. En fait on est là juste pour aider les gens à travers l'introspection, les questions, à leur faire réaliser ou à les accompagner à voir les choses autrement. En resituant les choses, en leur montrant que ce qu'ils ont vu, c'est à travers leurs blessures, mais que la réalité est peut-être différente. Toujours en respectant le rythme de chacun. D'accord. Pour revenir à ton parcours, donc tu nous expliquais que tu t'es formée aux soins esséniens, à la lithothérapie, aux fleurs de Bach, à la sophrologie. Il y avait peut-être un petit syndrome de l'imposteur qui se traînait par ici, par là, alors que au final, tu avais déjà dans les mains cette spécialité de lecture d'âme. Exactement. Et la lecture d'âme, c'est lorsque je suis partie justement dans ces enseignements esséniens où à la lecture d'aura, je pense qu'ils ont vu mon potentiel, dont je n'avais pas réellement encore conscience. Une lecture d'aura, pour les gens qui ne savent pas. En fait, la lecture d'aura, elle est plus technique, c'est-à-dire qu'on va regarder... Une personne comme ça Alors, oui, il y en a qui voient les auras comme ça, mais après, à la lecture d'aura, selon là où on va positionner nos regards, on va voir, on peut voir les traumas physiques, on va voir les traumas transgénérationnels, mais en fait, la lecture d'âme, on va un petit peu plus en profondeur en fait. Que la lecture d'aura. Mais la lecture d'aura est un outil technique, de mon point de vue. Qui s'apprend. N'importe qui peut apprendre. En tout cas, une personne qui en a la volonté. Qui en a la volonté, oui. Ouais. Je pense. Et qui permet, par la seule vision d'une personne, mais bon, avec des techniques. Non, encore une fois, je pense que c'est à travers toujours nos propres filtres. Il y en a qui vont voir de leurs yeux, il y en a qui vont la voir les yeux fermés, il y en a qui vont la voir, ça dépend de ce qui est ouvert, des canaux. Et puis en plus, quand on parle de lecture d'aura, de lecture d'âme, de médiumnité, pour moi, encore une fois, c'est quelque chose qui s'ouvre au fur et à mesure de la vie, comme ça. Et c'est ce fameux canal, plus on va travailler sur nous, plus on va guérir nos propres blessures, plus on va y voir clair pour les autres. Ouais.
plus on va guérir nos propres blessures, plus on va voir clair pour les autres. Ça, c'est mon point de vue à moi. Donc, ça voudrait dire que pour toi, plus tu vas travailler sur toi-même, plus tu vas être en capacité, je pense, de clarifier pour les autres. Ouais. Et c'est comme ça que tu le vis. C'est comme ça que je le vis. Je pense je suis désolée pour tous ceux qui font des stages de ouverture de je ne sais pas quoi. De mon point de vue, c'est pas la bonne solution. Ouverture de chakra. Je sais pas, des ouvertures de chakras, c'est quelque chose que moi je comprends pas. Parce que ça veut dire c'est aller forcer quelque chose dont on n'est pas prêt. Je comprends pas. Je vais pas. Je ne comprends pas. Juste. Donc je veux pas. Je veux pas rentrer dans un débat. Je comprends pas pourquoi faire ça, puisque de toute façon pour moi, plus tu vas travailler sur toi, plus tu vas nettoyer ce canal, plus tu y verras clair. Donc, travaille sur toi. En fait, travaille sur toi, ça veut dire épanouis-toi dans la vie. Moi, j'ai vraiment ce sentiment d'épanouissement sur tous les domaines de ma vie et vraiment de me sentir à ma place et d'y voir en tout cas clair pour les personnes que j'accompagne. Et pour revenir à la lecture d'âme, qu'est-ce qui a été l'événement qui a fait déclic dans le fait que tout à coup, Eh bien, je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenue et accompagnée lors des enseignements esséniens parce que, en fait, un soir, nous sommes rentrés et en fait, ils avaient mis plein de cartes, de jeux de cartes sur une table, sachant que moi, je n'en avais même pas un à la maison. Je me souviens qu'il y avait plein de cartes et ça me paraît toujours énorme. Je ne sais pas combien il y en avait, mais il y avait beaucoup de jeux. Ils m'ont fait différents jeux de cartes. En fait, tout le monde avait ramené deux jeux, voilà. Et ils m'avaient tout mis les jeux de cartes. Ils m'avaient dit, tu t'assois et vas-y. Et en fait, j'avais dit, mais moi, j'ai jamais fait ça. En fait, je sais pas faire. Vas-y, fais prends les cartes, vas-y. Et lis. Mais en fait, dans ma tête, moi, à cette époque-là, je pensais que je devais apprendre la signification des cartes, qu'il y avait une façon de tirer les cartes. Et en fait, ce soir-là, j'ai fait ça et je me souviens m'être couchée à 1h du matin, de 7h à 1h du matin et d'avoir fait ça. Et c'est ce jour-là où j'ai eu le déclic. Mais en fait, aujourd'hui, mes capacités continuent toujours à s'épanouir, à s'expanser, je ne sais pas quel est le terme le plus juste. Je vais citer l'exemple d'il y a quelques jours. J'avais une dame là en thérapie et non en lecture d'âme. Et puis pendant les thérapies, donc ma technique est de partir de l'instant présent et de donner des dates bien précises en fait pour faire le lien par rapport à une problématique qu'on ne fait que de répéter à travers différentes expériences de vie. Des schémas répétitifs. Voilà, donc on prend conscience d'un schéma répétitif et on part de maintenant. Et moi, je remonte dans le temps jusqu'à l'origine. D'accord ? L'origine qui peut être dans la petite enfance, je répète, dans le transgénérationnel et dans les vies antérieures. Donc on fait le lien. D'accord ? Et en fait, cette personne, tout d'un coup, là, je vois une petite fille au bord d'une rivière qui regarde quelqu'un se noyer. Et en fait, j'ai eu ce sentiment que c'est la personne qui me l'avait raconté. Puis j'étais là, j'ai eu un bug en fait. J'ai dit c'est quoi, mais elle n'a pas pu me raconter ça, c'est quoi. Et en fait, je lui ai simplement posé la question, je suis mais qui s'est noyé ? Et là, en fait, elle a compris. Donc, c'était. Alors, je vais changer un peu l'histoire parce que j'ai beaucoup de respect et je me permettrai pas de raconter la vie privée des gens. Mais en fait, il y a quelqu'un de sa famille qui est décédé noyé et en fait, tout simplement, il y a une mémoire transgénérationnelle de culpabilité qui est descendue jusqu'à elle alors qu'on était sur le grand-père, l'arrière-grand-père, ou ça remontait. Et elle portait ça encore aujourd'hui, cette personne, alors que ça ne lui appartenait pas. Et le fait d'avoir conscientisé ça, en fait, c'est comme si, quand je lui ai demandé qui s'est noyé, il y a un interrupteur qui s'est allumé dans son aura. En fait, la prise de conscience fait qu'il y a dissipation de cette brume qui c'est ça, très justement dit, qui vient aujourd'hui obstruer son présent. Son présent et sa clarté d'esprit. Exactement. Ou clarté tout court. Elle porte des émotions qui ne lui appartiennent pas.
porter des émotions qui lui appartiennent. Voilà. Ouais. Ah ouais. Et ça, on va en parler dans différentes approches, que ça soit la systémique, que ça soit les approches psychogénéalogie. Enfin, d'ailleurs, il y a on en plein parle d'approches aussi, qui parlent de ces traumas-là. Alors, voilà. Ouais, clairement. Là, tu as donné un bon exemple concret de ce que ça peut dégager, en fait, au niveau du transgénérationnel. Et en fait, à chaque fois, tu vas peut-être t'adapter. Est-ce que tu vas forcément lire les vies antérieures? Est-ce que tu vas forcément... Non, pas du tout, parce que moi, j'ai cette phrase en tête qui est toujours restée de Daniel Meroy. On n'est pas là pour faire du tourisme spirituel, en fait. Ouais. Donc, je vais pas du tout forcément exprimer... D'ailleurs, cette personne, je vais pas raconter ce que j'étais en train de voir. Oui, c'est quelque chose... Juste, en fait, moi, je fais l'analyse de ce que je suis en train de percevoir et tu vois, je te dis, je voyais cette petite fille, je voyais la personne en train de se noyer dans une rivière et moi, je lui ai juste demandé par rapport à l'émotion, je sentais une émotion, etc. Et je lui ai juste dit qui s'est noyé. En fait, l'image que moi, je percevais n'avait strictement rien à voir avec l'histoire du grand... L'histoire personnelle. L'histoire personnelle de la personne. De la personne. Donc, c'est juste que voilà, on m'a donné une information par rapport à ma propre grille de lecture pour lui poser la bonne question qui a permis d'allumer l'interrupteur de cette prise de conscience. D'accord. Ben, ça, c'est des messages, en fait, que tu reçois. C'est des messages où moi, je pense que c'est une lecture énergétique de l'aura de la personne en multidimensionnel, sans espace ni temps. Et moi, je dis toujours, j'ai ce sentiment, je fais toujours ce geste-là, c'est-à-dire que je vois vos possibilités, je vois votre transgénérationnel et vos vies antérieures. Ok, et comme tu le dis, tu précisais, pour autant, si une personne vient te consulter, non, elle ne va pas forcément... Non, ne me consultez pas pour avoir vos vies antérieures, ça ne m'intéresse pas. Je veux vraiment garder cet alignement de je suis thérapeute, je suis là pour vous accompagner sur votre chemin actuel, à apaiser vos blessures, à vous accompagner au mieux, à les penser à travers vos pensées. Et c'est juste par l'expérience de vie, je sais que c'est à travers les prises de conscience et l'introspection que j'ai faite, que je me suis guérie et que je me guéris toujours parce que on a peut-être bien nettoyé l'instant présent. Après, on va plus loin dans le transgénérationnel et dans l'antérieur. Mais voilà, moi les vies antérieures, je vais pas les donner pour les donner. Ça m'intéresse pas du tout. Et justement, je pense que ça n'apporte rien. La question que j'ai envie que vous vous posiez, c'est qu'est-ce que ça vous apporterait de savoir que vous avez témoigne, que vous avez été une princesse. Et puis, sincèrement, faut être honnête avec soi-même. Si on aspire à toujours évoluer, plus vous allez remonter, plus c'est pas Jojo ce qu'on a fait. Hein. Oui, parce que quand on régresse dans le temps... Si on comprend bien, on est plutôt sur une évolution de la conscience et de la répression. Voilà, tout à fait. Et on dit, après, moi je suis pas spécialiste, que c'est aussi lié à la vibration de la Terre qui monte. Et bon, je suis pas spécialiste non plus dans ce domaine-là. Moi, en fait, ça m'intéresse beaucoup. Je suis curieuse, mais n'ayant pas la spécialité, je m'avance pas sur ce genre de terrain. Avec une personne spécialisée sur la vibration de la Terre. Sur cette chaîne prochainement. Donc une libération de certaines mémoires pendant cette séance. Et d'ailleurs, je pense qu'il est important de préciser, et d'ailleurs moi c'est ce qui m'a fait venir à toi, que, alors on dit médium, parce que en fait il faut mettre un mot sur ce que tu fais, et c'est le mot qui caractérise aujourd'hui ce que tu fais, de la médiumnité. Je pense que tu n'aimes pas beaucoup les cases, Hélène, donc ce mot-là, c'est pas forcément ce qui te définit le mieux, même s'il faut quand même utiliser des mots. Médium, en fait, quand on regarde dans un dictionnaire, ça veut dire entre deux. D'accord ? Alors, voilà, j'ai cette croyance qui m'appartient, qu'il faut que je travaille, que j'ai cette croyance que la majorité des gens pensent qu'un médium va surtout être une personne qui communique avec les défunts, alors que c'est juste une croyance qu'il faut que je travaille, parce que en fait, un médium, c'est juste quelqu'un qui a la capacité de lire les mondes subtils. Oui. Et que je pense que chacun a son domaine de compétences.
Et qu'il y en a qui vont spécialiser pour les vivants, d'autres qui vont spécialiser pour les défunts, d'autres qui vont se spécialiser pour les animaux, enfin voilà. En l'occurrence, Hélène est spécialisée pour les vivants. Mais ça ne m'empêche pas et de communiquer occasionnellement avec les défunts et de communiquer avec les animaux. Ouais. Oui, il n'y a pas de limite, c'est juste que je pense qu'encore une fois, tout est question de choix. Et moi, j'ai choisi, de mon plein gré, d'accompagner les vivants. Les vivants. Voilà. C'est comme ça que je suis venue à toi. Personnellement, si on n'a pas forcément une personne proche décédée, la question c'est comment on obtient des réponses justes qui nous correspondent. Parce qu'on sait très bien que, on sait très bien, pour les personnes qui ont déjà consulté l'au-delà, qu'on peut obtenir des réponses effectivement de proches de nos problématiques, mais comment on fait si c'est pas le cas? Et voilà, la réponse est là quand même de ton côté. Et j'ai envie de te demander, Hélène, toi, qu'est-ce qui te tient le plus à cœur tu as aussi répondu au fur et à mesure, mais dans ce que tu transmets ou dans ce que tu accompagnes, qu'est-ce qui te tient le plus à cœur? Que les gens aient bien conscience qu'ils sont libres de leur choix, que dans nos métiers, on n'est pas là pour imposer quoi que ce soit. Et avant chaque consultation, dans la mesure du possible, j'envoie toujours un petit message pour leur rappeler qu'ils ont leur libre arbitre. C'est une valeur hyper importante pour moi, que les gens soient bien responsables. On est tous responsables, en fait, de mon point de vue, de nos vies. Et je suis désolée pour ceux que ça va irriter, mais voilà, le libre arbitre et la responsabilité. Tu vas plus nous donner des clés qu'une baguette magique. Je n'ai aucune baguette magique, même si ça peut paraître magique. Ouais. J'ai aucune baguette magique. Par contre, effectivement, je suis là pour vous donner le maximum de clés que j'ai en ma possession pour vous. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais que les gens comprennent mieux sur ton domaine? Je suis vraiment là pour vous accompagner, en fait, l'espace du temps dont vous estimerez avoir besoin, parce que je ne suis pas quelqu'un qui va vous dire qu'il faut autant de séances et que ça va prendre autant de temps. Non. J'ai envie de vous dire, respectez-vous, soyez à l'écoute de vous, vous êtes maître de votre vie. C'est pas, y a personne qui a à vous dire ce que vous avez à faire. Voilà, prenez vos responsabilités et si vous avez besoin, faites-vous aider. Parce que faut pas croire que c'est parce qu'on est thérapeute qu'on a le savoir. Moi, je dis toujours, je suis une thérapeute qui serait toujours en thérapie parce que si on voit clair pour les autres, c'est pas toujours aussi évident pour nous. Et aujourd'hui, moi, si j'ai un grain de sable, je perds pas de temps. En fait, la vie, j'ai toujours ce sentiment qu'elle est trop courte pour qu'on ait du temps à perdre. Et on est venu pour être heureux et ça nous demande parfois de nous donner les moyens d'investir en nous pour toucher ce bonheur, en fait. J'imagine aussi que quand on est thérapeute comme toi et spécialiste dans ce type de domaine, il y a aussi une évolution, comme forcément de parcours, comme tu l'as dit. Et il y a le fait de ne pas tomber dans l'ego non plus. C'est toujours un peu une personne qui fait ça, mais bon, toi tu l'as expliqué, c'est pas un don, donc tu es dans l'humilité. Et il y a pour autant des personnes qui peuvent se laisser dépasser sans doute par ses capacités. Bon, c'est un autre débat, ça t'appartient pas, mais t'en es consciente que ça peut être le cas. Bah, moi j'en suis très consciente, alors je dis toujours, j'espère qu'il y aura, si jamais je dépasse ces limites, que les gens me ramèneront sur Terre, mais effectivement, en fait, je pense que ces histoires-là, ça fait aussi partie du chemin de vie de chacun, et que j'espère personnellement rester humble dans ce que je fais, mais on verra bien, on fera le bilan plus tard. À la toute fin. On fera le bilan, mais voilà, j'espère, voilà. Et puis après, j'ai pas de jugement sur les personnes qui font le chemin, parce que en fait, c'est leur chemin. C'est ça. Et que si aujourd'hui j'ai tellement peur, enfin moi c'est une peur pour moi de perdre mon humilité, de partir dans l'ego, et que certainement que je fais des erreurs, et certainement que des fois je me perds, c'est possible. Mais
si j'en ai si peur, c'est certainement que j'en ai fait l'expérience de vie passée et que ça m'a peut-être coûté cher, tout ce qui est ego spirituel et voilà, tout simplement. Et c'est vrai que voilà, c'est quelque chose, moi, c'est une peur aussi que j'ai à travailler. Ouais, mais c'est conscientisé. Et on le rappelle, donc tu peux travailler à distance avec les personnes, des personnes de tout âge et de tout genre. Alors, je demande quand même. Eh bien, de tout âge, oui. Sauf que, par exemple, si c'est des problématiques sur les bébés ou sur les enfants de moins de 8 ans, je vais plutôt me centrer sur la maman. J'adore accompagner tout ce qui est ado jusqu'à 30 ans parce que je rencontre des êtres exceptionnels, vraiment, qui ont un niveau de conscience waouh. Et puis ensuite, eh ben, j'adore accompagner, j'accompagne une majorité de femmes qui, à 40 ans, ou en tout cas dans ces années-là, tout d'un coup vont faire un bilan de leur vie. C'est ce qu'on va appeler, entre guillemets, la crise de la quarantaine. C'est-à-dire qu'on va faire le bilan sur les 35 ou 40 dernières années, voir où on en est, est-ce qu'on est épanoui dans notre travail, est-ce qu'on est épanoui dans notre couple, vers où on veut s'orienter, comment on trouve l'épanouissement, sur quoi on doit travailler justement. Et puis encore plus tard, des personnes qui vont prendre conscience, j'ai beaucoup de femmes qui ont 50, 60 ans, qui se sont, voilà, qui généralement déjà travaillé sur elles, mais qui veulent travailler à plus d'épanouissement ou à travailler justement leurs compétences ou approfondir justement leurs connaissances, tout en continuant à travailler sur le transgénérationnel et éventuellement sur les vies antérieures. D'accord. Voilà, donc j'ai vraiment pas d'âge. Hein. De 7 à 77 ans. Oui, je pense je pense pas avoir quelqu'un en plus de 80 ans, mais on est de 0 à 80. Voilà. D'accord, superbe. L'émission s'appelle Passe Liberté. Ça t'évoque quoi, toi, la liberté? Un indispensable. Ça me fait vibrer jusqu'au bout des cellules. C'est la liberté d'être, en fait. Parce qu'on vit dans une société où j'ai l'impression que c'est antagoniste, en fait, avec le mot liberté. Et je vois à quel point il est dur pour chacun d'entre nous d'être, de s'assumer et de s'ancrer, d'oser vibrer, en fait. D'oser être pleinement soi, ouais. Dans toutes ses facettes. Dans toutes ses facettes, ouais. Parce qu'il n'y a pas qu'une facette chez un être humain. Eh ben non. Merci beaucoup, Hélène. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter qu'on n'aurait pas abordé éventuellement ou... Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour, je pense, oui. Après des sujets, j'ai plein de thèmes, mais on en reviendra peut-être plus tard sur d'autres thèmes. On aura l'occasion d'aborder d'autres thèmes très certainement sur Passe Liberté. D'ailleurs, on va mettre tes coordonnées sous cette vidéo pour les personnes qui seraient intéressées à en savoir plus. Merci pour cet entretien pour Passe Liberté. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager cette vidéo à des personnes à qui ça pourrait parler, des personnes de votre entourage, des amis, bref, des personnes que vous connaissez. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur Passe Liberté. Merci Hélène. Merci Nathalie.